chers participants. Euh, donc, je vois que nous sommes là à peu près 26. Donc, je prends cette opportunité-là pour remercier le professeur Ramzi Benkraïm. Alors, pour la petite histoire, c'est que Ramzi Benkraïm, Serge, nous avons tous fait nos thèses dans le même laboratoire à Toulouse. Ramzi, je pense que Ramzi est une ou deux générations avant nous autres. C'est ça, hein, Ramzi? Oui, je crois que c'est une ou deux générations avant nous. Une génération, je pense, avant, en tout cas, ma cohorte, je pense. Oui, je pense, oui, Ouais, oui, oui. ouais, ouais. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est autant dire que, voilà, on se connaît de longue date. On va dire, on sort du même terreau intellectuel toulousain. Euh, et donc, depuis le temps jusqu'à maintenant, Ramzi a fait un parcours vraiment exceptionnel en tant que chercheur accompli. Il est professeur plein, hein, donc full professeur de comptabilité et de finances, et il est même responsable du département de comptabilité de contrôle de gestion dans une des grandes écoles de commerce de France qui s'appelle Audencia, qui est à Nantes. Mais je sais que vous n'êtes pas uniquement qu'à Nantes, tu pourras peut-être revenir là-dessus plus tard. Donc, il est à la fois docteur, mais il a aussi l'habilitation à diriger la recherche. Il faut savoir qu'en France, l'habilitation à diriger la recherche est le dernier diplôme pour les docteurs. Donc, ses travaux portent principalement sur tout ce qui est comptabilité financière, finance et économie. Donc, c'est vraiment un chercheur quantitatif. Euh, il fait partie de plusieurs revues internationales du point de vue de leurs comités euh, éditoriaux. Il a publié, copublié différents livres, chapitres d'ouvrages et articles. Et aussi, ce qui est important, c'est la productivité de Ramsey. C'est-à-dire, alors, c'est vrai, quand on dit productivité, quand on a une vision peut-être marxiste, ça peut être péjoratif, mais je veux dire sa capacité intellectuelle à participer à des conversations académiques, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable par rapport, par rapport à la durée de sa soutenance de thèse et à la carrière qu'il a. En fait, il est relativement jeune dans la carrière, hein, c'est ce que je veux dire. Il n'est pas encore proche de la retraite, mais un CV assez parlant, impressionnant. Et c'est vraiment ce que nous voulons sur cette plateforme. Et merci beaucoup, Ramzi. Par exemple, il a publié dans Risk Analysis, Journal of Corporate Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Economics, Behavior, Organization, Ecological Economics, British Journal of Management. Bon, et alors, par rapport au sujet, il publie aussi dans des revues qui sont sensibles aux questions de fiscalité. Donc, par exemple, il a publié dans Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. Donc, on a vraiment devant nous un chercheur accompli qui comprend le monde de l'université, le monde académique, toute la problématique de publication et la problématique de discussion des thématiques. C'est vrai, peut-être qu'il ne travaille pas nécessairement sur le terrain africain, mais c'est un Africain qui porte haut la qualité de la recherche, qui va faire l'effort de raccrocher ses intérêts en recherche sur les problématiques africaines pour que ça puisse susciter des intérêts de recherche dans l'audience. Ramzi, merci beaucoup pour cette opportunité et pour le partage dont on va faire l'objet aujourd'hui. Merci encore à toi. Merci beaucoup, merci Conan, merci pour cette présentation, merci pour les mots gentils. Euh, je dois dire que c'est un plaisir de vous retrouver, Conan, Serge, les membres d'organisation et tout, du comité d'organisation et tous les membres de l'association. Comme disait Conan, c'est un ami avec Serge de longue date, hein. On a fait nos études à la même université et c'est un plaisir de vous retrouver et d'être en particulier avec vous dans le cadre de cette association. J'apprécie beaucoup cet effort et je suis admiratif de l'effort que vous faites pour justement dégager des synergies dans le cadre de cette belle association. Donc, merci pour l'invitation et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Comme disait Conan, là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une présentation, un speech sur un autre côté du développement durable et du changement social. Hein, on suit tous ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de vous parler. Je vous propose d'approfondir les aspects liés à cette question d'évasion fiscale. Et en filigrane, je vous propose deux choses.
c'est de ne pas vous donner juste des arguments théoriques, mais essayer d'étayer les propos à travers de l'évidence empirique, donc de la constatation empirique pour justement mettre en relief les idées à présenter. Et puis surtout aussi, puisqu'on est dans le cadre de cette association, essayer justement d'étendre la réflexion, en particulier au continent africain. Comme vous le savez tous, toutes et tous, beaucoup se dit que ce soit au niveau social, sociétal, mais aussi dans le monde académique sur l'importance du développement durable, du changement social. Et on parle beaucoup de questions d'environnement, de questions de réduire, de réduction des émissions de carbone, et ce sont des problématiques très importantes, mais parfois le combat contre l'évasion fiscale est relégué, passe au second plan, est relégué au second plan. Pourtant, c'est quelque chose de, quand vous allez le constater, je l'espère, de très important, en particulier pour le continent africain. Et encore une fois, c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Euh, donc voilà, pour vous donner une espèce de vue panoramique sur la question, ce que je vous propose comme agenda pour cette présentation, on va essayer tout d'abord d'essayer de comprendre cette question d'évasion fiscale, de quoi on parle au juste, de la définir pour être d'emblée sur la même longueur d'onde. Par la suite, si vous voulez bien, je vais vous parler et discuter avec vous de pourquoi étudier, approfondir cette question d'évasion fiscale est cruciale, est importante euh, pour justement le développement durable et le changement social. En section 3, je vais essayer d'évoquer avec vous les déterminants, pourquoi les entreprises procèdent-elles euh, à l'évasion fiscale. Et puis, je passerai à comment combattre cette évasion fiscale, les pistes de réflexion qui permettent justement peut-être de limiter et de combattre ces manœuvres d'évasion fiscale. Et je vais conclure le travail, la présentation avec euh, un effort d'adaptation pour le continent africain et en particulier des pistes de réflexion en matière de recherche. Ça pourrait, je l'espère, intéresser en particulier les jeunes chercheurs. Donc des idées, je disais, des pistes de réflexion, de recherche pour appliquer au contexte africain. Pour parler de l'évasion fiscale, tout d'abord, il faut, je pense, la première étape, il faudrait se mettre d'accord sur ce que c'est l'évasion fiscale, parce qu'on parle d'évitement fiscal, tax avoidance, on parle d'évasion fiscale, on parle de fraude fiscale. Donc, je pense que la première étape consiste à mettre les choses au clair. En matière d'évitement d'évitement fiscal, il y a globalement, pour faciliter les choses et pour pas perdre énormément de temps, deux aspects. Il y a ce qui s'appelle l'évitement fiscal qui reste dans un cadre légal. Donc, il y a des entreprises, des chefs, des managers, des chefs d'entreprise qui profitent de la réglementation en vigueur, de ce qu'on appelle les zones grises, et qui ont un comportement agressif, un comportement opportuniste, dont l'objectif est de minimiser le paiement de l'impôt. Donc là, même si le comportement est opportuniste, on est dans une zone grise, mais qui reste légale. Certainement, cette zone pose des questions d'éthique, des questions de morale, mais qui ne va pas à l'encontre des lois fiscales. Et vous avez de l'autre côté la fraude. Quand on n'est pas spécialiste de la question, parfois on a tendance à justement confondre l'évasion fiscale qui reste, ou l'évitement fiscal qui reste dans un cadre légal avec la fraude fiscale. Donc il faut dissocier les deux si on veut vraiment approfondir et traiter cette question de manière scientifique. Il ne faut pas confondre les deux. Et ce que je vais évoquer dans le cadre de cette présentation, c'est l'évitement fiscal qui reste dans le cadre légal.
Donc, je ne vais pas vous parler de la fraude, mais je vais vous parler des comportements opportunistes, des comportements agressifs face à l'impôt, dont l'objectif et la finalité d'échapper justement à l'impôt et d'échapper au paiement des taxes. Euh, pour, ben, Ce qu'il faudrait savoir, c'est que même si ça reste légal, vous avez des mécanismes qui permettent aux managers opportunistes d'échapper à une partie ou parfois à la totalité de l'impôt à payer. Ces mécanismes peuvent se faire à travers des prix de cession interne. Donc, quand vous avez, par exemple, une multinationale, vous avez la possibilité, à travers des prix de cession interne, de déplacer le profit dans des zones où vous avez moins d'imposition et cela permet à l'entreprise en question, à la multinationale, de payer moins d'impôts localement et de transférer l'impôt géographiquement dans une zone où l'imposition est moins importante. Euh, pour vous donner une idée concrète de l'importance de cette évasion fiscale, vous avez des statistiques qui vous permettent de voir que euh, au niveau mondial, vous avez un manque à gagner qui est en général, qui se situe en général entre 100 milliards et 240 milliards annuellement. Euh, En Afrique en particulier, lorsque vous regardez la recette des impôts, cette recette des impôts est estimée à hauteur de à peu près 3% du PIB. C'est pour vous dire à quel point l'impôt est vraiment pas important, ne contribue pas au financement justement du développement des pays africains, hein. Une recette d'impôt qui représente 3% du PIB, c'est très peu, et ça vous donne une idée sur l'ampleur de ce phénomène d'évasion fiscale. Alors, pourquoi étudier cette question d'évasion fiscale? Pourquoi il est important, il est crucial d'étudier cette question d'évasion fiscale? Vous avez tout d'abord un coût macroéconomique et social, hein, de la question de l'évasion fiscale. Ça permet, par exemple, l'étude de la question permet de mettre en relief l'érosion de la recette des revenus, de la recette de l'État, des revenus de l'État. Euh, j'ai vu, par exemple, récemment une statistique. Il y a un indicateur qui s'appelle l'IFF, si certains le connaissent. L'IFF, c'est pour dire Illicit Financial Flows. C'est les flux financiers illicites qui échappent aux pays africains et qui quittent le continent africain, qui sont en valeur plus importante que les flux financiers qui arrivent sur le continent africain. Donc, les flux financiers illicites qui quittent l'Afrique, qui échappent à l'Afrique, sont plus importants que les flux qui arrivent en Afrique. Hein, vous vous rendez compte? Et la majeure partie de cet IFF, de ces flux, illicites flux, les flux illicites financiers qui quittent l'Afrique, sont causés justement par l'évasion fiscale. Imaginez le cas d'un commerçant qui travaille, qui se lève chaque matin pour aller travailler, un commerçant, un entrepreneur, qui travaille dur, qui se lève chaque matin pour aller travailler et qui finit chaque année à déficit. Bah, à l'échelle de l'Afrique, c'est à peu près ça, hein. Donc, c'est pour vous donner une idée sur l'impact et l'ampleur de ce phénomène d'évasion fiscale, surtout pour les pays en développement et surtout pour le continent africain. Et je pense que il est tout à fait facile de comprendre que lorsque vous avez un phénomène d'évasion fiscale important, ça désarme les États, ça crée de l'inégalité sociale parce que l'État est censé quand même jouer un rôle de redistribution des richesses, mais pour redistribuer les richesses, encore faut-il les avoir. Et la première source, ou une des premières sources, c'est l'imposition. Quand vous n'avez pas la recette pour redistribuer les richesses, ben, ça crée, ça aggrave les problèmes d'inégalité.
Et puis, sur le plan économique, vous avez une compétition qui est faussée, hein, lorsque vous avez des entreprises locales qui payent l'impôt, et vous avez par exemple un exemple parmi d'autres, hein, et des multinationales qui échappent à l'impôt local. Bah, ça fait plus de coûts pour les entreprises locales et ça fait une compétition faussée. Donc, combattre aussi l'évasion fiscale permet de bah, justement redresser cette compétition économique qui devrait être la plus saine possible entre les entreprises. Au niveau des entreprises, au niveau corporate, au niveau des entreprises, lorsqu'il y a des problèmes d'évasion fiscale, vous avez bien évidemment, vous avez des problèmes de réputation, vous avez aussi des problèmes de pénalité en cas ben justement de non-respect de la législation, etc. Mais le plus important, lorsqu'on parle donc, de développement, on parle d'investissement, hein. C'est de l'investissement qui crée le développement. On parle de développement durable et de changement social. Un des premiers drivers, un des premiers déterminants, ben justement, de ce développement est l'investissement. Et là, un des problèmes majeurs créés par justement l'évasion fiscale, c'est la possibilité d'affecter négativement l'efficacité ou l'efficience de l'investissement. Pourtant, très peu théoriquement, on peut l'imaginer, on peut le concevoir, mais peu de travaux se sont intéressés à cette question. Et pour mieux comprendre cette question, euh, si on se base sur la théorie néoclassique, on comprend normalement ce que dit la théorie néoclassique. Pourquoi ceci est pour expliquer pourquoi l'évasion fiscale peut ben, justement théoriquement affecter l'investissement. La théorie néoclassique nous explique que euh, normalement un chef d'entreprise devrait investir dans les projets à valeur actuelle positive, à valeur actuelle nette positive, jusqu'à ce que le profit soit égal au coût, c'est-à-dire jusqu'à ce que le profit soit nul. Donc, ça, c'est pour rester optimal dans sa philosophie d'investissement. Par contre, lorsque vous avez des problèmes de type sélection adverse ou d'asymétrie d'information, de manière générale, euh, ben, ces problèmes-là, selon cette théorie, peuvent engendrer euh, un problème d'inefficience, d'inefficacité de l'investissement. Et bien justement, le problème de l'évasion fiscale, c'est que cette évasion, elle exacerbe ces problèmes d'asymétrie d'information et peuvent justement induire des problèmes d'investissement. Alors je disais, Oui, on te suit, hein. ouais, juste, hop, j'arrive pas à faire défiler les slides. Ah, peut-être il faut sortir et puis revenir du mode plein écran et puis revenir en général. Entre-temps, pendant que tu fais ça, Est-ce que tu n'as pas il y deux a, écrans à tout hasard, Ramzi? Non, je pense pas. oui, par moment ça bug, mais tu peux arrêter le partage carrément et puis reprendre le partage. Peut-être ça va rebooter ton partage. Tac, 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 tac. Attends, je Alors, vais. entre-temps, je vais lire un commentaire dans le chat de Jacques Lanon. Je ne sais pas si je prononce bien le nom de famille. Il Rlano, dit, Rlano. ouais, Lanon, Oui. entièrement d'accord avec le professeur Ramzi sur la quantité des flux quittant l'Afrique qui est supérieure à la quantité des flux entrants. Alors, voilà, ça c'est mieux. Parfait. Maintenant, il faut revenir. Voilà. Voilà, Tac. on va voir. Donc j'étais. Et, Parfait. ouais, Ça là, ça marche. bouge. C'est Voilà, bon. j'étais là. Super. Donc Mm. je disais dès le départ, je voulais pas faire une présentation purement théorique et je voulais vraiment vous montrer et étayer les propos
par de la constatation empirique, par des résultats qui pourraient vous parler, vous montrer l'ampleur. Et bien justement, on y est dans une recherche récente avec des co-auteurs, on a essayé de voir à partir d'un échantillon international, comme vous pouvez le constater, là, l'effet ben, justement de l'évasion fiscale sur l'inefficience de l'investissement. Encore une fois, gardez en tête, s'il vous plaît, le lien entre l'investissement et le développement. Si on veut parler de développement, et encore plus de développement durable, la question de l'investissement est cruciale. Donc, essayez de voir le lien entre ben, justement l'évasion fiscale et l'investissement, ou plus exactement l'inefficience d'investissement, c'est quelque chose de très important. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur les aspects empiriques, même si je peux les discuter plus tard avec celles et ceux intéressés. Vous avez une modélisation économétrique qui vous permet, qui est la suivante et qui vous permet d'étudier la question. Donc là, regardez le plus important, les résultats. Donc en variable à expliquer sur un échantillon de pays, d'entreprises appartenant à plusieurs pays, c'est euh, comme vous pouvez le constater ici, il y a 38 pays, dont un pays africain. Comme vous pouvez le constater ici, l'évasion fiscale, elle permet ben, justement enfin elle cause une aggravation de l'inefficience de l'investissement. Lorsque vous regardez cette inefficience, en matière d'inefficience, vous avez des problèmes de surinvestissement ou de sous-investissement. Donc, de manière générale, l'inefficience donc, est aggravée par l'évasion fiscale. Et cette aggravation, elle concerne surtout le sous-investissement. D'accord? Donc, les pays les plus touchés par l'évasion fiscale souffrent le plus de problèmes de sous-investissement. Donc, c'est une façon de dire que, en d'autres termes, l'évasion fiscale crée de l'inefficience d'investissement et en particulier, elle crée le sous-investissement. Et sachant que l'investissement est primordial pour le développement durable, la conclusion, elle est rapide. Donc, voilà, ça vous donne une idée directe de l'impact de l'évasion fiscale sur les politiques d'investissement et de développement durable. Puisqu'on est aussi, j'essaie de vous donner des résultats qui pourraient vous intéresser, puisqu'on est dans le cadre d'une association, de l'association africaine de comptabilité et de finances, il y a ici, je vous ai mis un rôle modérateur de cette relation qui est la qualité de l'information comptable. Et vous avez plusieurs mesures possibles de cette qualité, donc la qualité de l'information et, comme vous pouvez le constater ici, la précision de l'information. Alors regardez la qualité de l'information comptable et financière, elle a un lien négatif ici, sur cette ligne, avec l'inefficience. Donc, une meilleure qualité d'information comptable et financière permet de limiter justement l'inefficience d'investissement. Et l'idée la plus importante pour ce tableau est de voir l'interaction entre la qualité de l'information comptable et financière, qui permet de limiter l'asymétrie d'information, et l'évasion fiscale. Donc, quand vous pouvez le constater ici, cette relation, elle devient négative lorsque on opère dans un contexte de transparence et lorsque l'information comptable et financière est de meilleure qualité. Et peu importe le proxy, l'estimateur utilisé ici, et là, vous avez une relation négative, donc l'interaction, ce qui montre que le problème d'évasion fiscale et cette distorsion de l'investissement créé par l'évasion fiscale peut être limité par une meilleure information comptable et financière. Donc ça montre le rôle des comptables et financiers dans ce domaine, surtout dans les pays où l'évasion fiscale pose justement un sérieux problème de développement. Alors, là, pour la section suivante, ce que je vous propose, c'est de comprendre pourquoi des entreprises et pourquoi des chefs d'entreprise, des managers, pratiquent l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, essaient d'avoir une attitude agressive à l'égard de l'impôt et de le minimiser. Donc, vous avez plusieurs explications possibles. Les motivations sont diverses.
Les managers peuvent justement essayer de minimiser l'impôt pour des questions de performance. On paie moins d'impôts pour afficher une meilleure performance, notamment à l'égard des investisseurs, à l'égard plutôt des actionnaires, voilà, les shareholders, les actionnaires. Vous avez aussi une question d'hétérogénéité des investisseurs. Très souvent, lorsque vous entendez des politiciens parler de l'importance d'attirer des investisseurs étrangers, hein, on met les investisseurs étrangers dans le même sac, si je puis dire. Alors que les investisseurs que vous pouvez attirer ne sont pas tous pareils. Vous avez des investisseurs qui ont un horizon temps court-termiste, qui sont là pour des rentes à court terme, pour des rentes immédiates. Et vous avez des investisseurs qui ont un horizon temps plus lent, ils sont plus orientés à long terme. Donc là, lorsque vous avez des investisseurs qui viennent avec une vision très court-termiste, cela pourrait justement pousser les managers à procéder ou avoir ce comportement agressif en matière d'imposition, d'où l'importance aussi de faire attention à qui on voudrait attirer comme investisseur. Tous les investisseurs ne se valent pas et je pense que cette question est parfois ou mérite parfois un peu plus d'attention. Et il y a un point qui est aussi très important, qui est l'accès au financement pour justement financer les différents investissements, ce qu'on appelle les contraintes financières. Ce problème de contraintes financières est un des premières variables explicatives justement de l'évasion fiscale. Et on en parle peu, notamment dans les pays en développement. Et là aussi, on a essayé voilà, d'étudier cette question. Et là, je vais essayer de vous donner une constatation empirique qui vous permet peut-être de mieux visualiser l'importance de ces contraintes d'accès au financement dans l'explication de l'évasion fiscale. Donc là, encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects techniques, mais sachez que sur le plan recherche, sur le plan financier, un des meilleurs proxys pour justement quantifier les contraintes financières, c'est ce qu'on appelle le KZ index, le Kaplan-Zengales Index. C'est très connu, très utilisé dans le monde de la recherche. Là, c'est pour vous montrer qu'il y a une façon de calculer aussi la taxe, l'évasion fiscale, la taxe ou l'évitement fiscal. Et le plus important, c'est ça, en fait, c'est d'essayer d'expliquer l'évasion fiscale à travers justement les contraintes financières. Et vous allez voir que les contraintes financières, elles pèsent lourd dans la balance, elles pèsent lourd dans l'explication justement du comportement d'évasion fiscale. Et là, vous allez voir, ici, vous avez ce qu'on appelle des régressions conditionnelles qui vous permettent, vous allez mieux comprendre concrètement l'utilité de ces régressions conditionnelles lorsque vous avez des conditions. Ça permet de mieux approfondir la question et d'avoir euh, une meilleure compréhension de la question. Alors, regardez. Ici, clairement, vous avez les variables d'évasion fiscale à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, évasion fiscale à court terme, évasion fiscale à long terme, à moyen terme et évasion fiscale à long terme, si vous voyez mon curseur. Le KZ index, c'est la mesure de la difficulté d'accès au financement. Et comme vous pouvez le constater, là, vous avez des coefficients qui sont très statistiquement significatifs et positifs. Donc, ça montre clairement que les contraintes financières jouent un rôle important dans l'explication de pourquoi les chefs d'entreprise, pourquoi les entreprises peuvent avoir un comportement agressif et opportuniste en termes de fiscalité, en termes d'évitement fiscal. Regardez là, ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'apport des régressions conditionnelles. Là, cette contrainte financière, la difficulté d'accès au financement, on va l'étudier en fonction de l'endettement du pays en question. Et là, c'est clairement montré lorsque vous avez un pays qui est très endetté, hein,
à l'échelle macroéconomique, là, l'évasion, les contraintes financières, les contraintes d'accès au financement, c'est là où ça explique le mieux l'évasion fiscale. Dans les pays où il n'y a pas trop d'endettement à l'échelle du pays, à l'échelle macroéconomique, bah, l'accès au financement ou les difficultés d'accès au financement n'affectent pas tant que ça les manœuvres d'évasion fiscale. Cela s'observe surtout lorsque des entreprises opèrent dans des pays endettés. Donc, ne pensez surtout pas que l'évasion fiscale, c'est strictement corporate, mais vous avez aussi des variables à l'échelle du pays, des variables macroéconomiques qui peuvent très bien expliquer pourquoi des chefs d'entreprise peuvent être poussés à procéder à ces manœuvres opportunistes. Et cela vaut pour l'évasion fiscale à court terme, cela vaut également pour l'évasion fiscale à moyen terme, et cela vaut pour l'évasion fiscale à long terme. Donc, à chaque fois que vous avez une entreprise opérant dans un pays très endetté à l'échelle macro, bah, la difficulté d'accès au financement aggrave de manière beaucoup plus significative les manœuvres d'évasion fiscale. Et ça, c'est un résultat qui pourrait vraiment intéresser à la fois les chercheurs, les professionnels de la scène financière, mais surtout les gouvernements dans le développement de politiques économiques. Aussi, ces régressions conditionnelles, elles vous permettent également de mieux comprendre ce contexte. On parlait d'endettement, mais il y a aussi une variable qui est très importante aussi à considérer qui s'appelle l'EPU. L'EPU, en anglais, ça veut dire l'Economic Policy Uncertainty. C'est l'incertitude de la politique économique. Donc, pareil aussi, grâce à ces régressions conditionnelles, on peut voir que lorsque cette incertitude de politique économique est élevée, là, vous avez les contraintes financières, les contraintes d'accès au financement qui expliquent de manière beaucoup plus significative et beaucoup plus importante pourquoi les entreprises, les chefs d'entreprise procèdent aux manœuvres opportunistes d'évasion fiscale. Ceci n'est pas le cas lorsque vous avez peu d'incertitudes de politique économique. Donc, vraiment, ces variables de contraintes d'accès au financement expliquent de manière claire et nette les manœuvres d'évasion fiscale, pour résumer, dans les pays, dans les contextes où vous avez donc un niveau d'endettement du pays qui est assez élevé et vous avez une incertitude de politique économique qui est assez importante. Donc, vous voyez que la manœuvre d'évasion fiscale, c'est pas juste une question au niveau corporate, au niveau de l'entreprise, mais plus généralement une question qui peut être modérée, qui peut être affectée par le contexte global du pays. Et ça, c'est très important, hein. Combattre l'évasion fiscale, ce n'est pas juste une question d'entreprise, mais c'est aussi une question d'environnement dans lequel les entreprises opèrent. Et c'est très important de le prendre en considération. Alors, je disais, cette variable de Economic Policy Uncertainty, l'incertitude liée à la politique économique, c'est super important. Et aussi, c'est super important de comprendre comment comment le marché à l'échelle du pays euh, euh, évalue justement cette évasion fiscale opérée par les managers lorsqu'il y a justement cette incertitude. Vous savez, très souvent, en fait, les chefs d'entreprise opèrent donc ces manœuvres d'évasion fiscale pour avoir du cash, des liquidités. Et les liquidités, par exemple, une théorie comme la théorie d'agence, la fameuse théorie d'agence, nous explique clairement que lorsque le manager ressent du risque et lorsque le manager est averse à ce risque, bah, une de ses premières réactions, c'est de mettre plus de cash de côté, plus de trésorerie. Vous avez un excès de cash lorsqu'il y a un risque perçu. Donc, c'est important de comprendre comment, lorsqu'il y a cette évasion fiscale, comment l'entreprise est traitée par
le marché, comment l'entreprise est traitée par les investisseurs et comment ben, justement le marché et les investisseurs évaluent cet excès de cash que le chef d'entreprise génère grâce, pas grâce, mais par le biais de ces manœuvres d'évasion fiscale. Regardez ici, vous avez aussi une modélisation qui permet de mieux le comprendre. Et là, l'idée, c'est d'essayer de déterminer, je ne vais pas trop rentrer là aussi dans le détail, mais si vous avez des questions là-dessus, pardon, je serai heureux de vous répondre. L'idée, c'est de calculer ici une variable qui s'appelle le excess cash, c'est-à-dire la détention excessive de cash. Il y a une façon empirique de le calculer. Sachez que cette variable, donc, elle permet justement de quantifier la détention excessive de cash. Et on va essayer de voir comment cette variable, donc la détention excessive de cash, surtout lorsqu'elle est due à des manœuvres d'évasion fiscale, est perçue par le marché. Comment le marché valorise, quand on parle de marché, c'est-à-dire les investisseurs sur le marché, comment valorise cette détention excessive de cash qui est expliqué par l'évasion fiscale. Là, comme vous pouvez le constater, hein, je vais essayer d'aller au plus important, aux résultats les plus importants. Quand vous avez un excès de cash, en général, le marché le valorise positivement, hein. Vous voyez, vous avez plusieurs voilà, proxys euh, pour les différentes spécifications. Alors, le plus important, c'est là. Quand vous avez une optimisation, enfin, de l'évasion fiscale, de manière générale, le marché peut l'apercevoir comme un talent, peut-être entre guillemets, un talent d'optimisation fiscale. Donc, quand on a une évasion fiscale, les investisseurs ne tentent pas à le voir systématiquement de manière négative. Par contre, lorsque vous avez, et c'est là le plus important, le résultat le plus important, lorsque vous avez un excès de cash qui est expliqué par l'évasion fiscale, là, en fait, l'excès de cash, c'est une variable générale qui comporte à la fois un excès de cash dû peut-être à l'évasion fiscale, mais principalement dû aussi à d'autres manœuvres de mettre de côté du cash et qui ne sont pas liées à l'évasion fiscale. Cette variable ici, la troisième que vous pouvez voir, la troisième ligne, elle vous permet de voir l'excès de cash qui est expliqué par l'évasion fiscale. Et là, clairement, lorsque vous avez un excès de cash qui est expliqué par l'évasion fiscale, le marché le sanctionne. Ça veut dire que le marché, les investisseurs, vous disent ce cash que vous avez en excès, il n'est pas entre guillemets sain, il est dû à une évasion fiscale et donc du coup dévalorise sa valeur. Hein, il y a une dévalorisation et ce signe négatif du coefficient le dit clairement. Donc à chaque fois, peu importe les différents proxys qui mesurent à peu près la même chose, c'est pour avoir des résultats robustes, pour avoir plus de confiance dans les résultats reportés. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez, lorsque l'excès de cash est dû à une évasion fiscale, une dévalorisation systématique. Donc les chefs d'entreprise qui font de l'évasion fiscale pour avoir un excès de cash de côté, devraient le savoir, devraient le prendre en considération. Lorsque vous générez du cash par l'évasion fiscale, en contexte normal, sachez que le marché ne l'apprécie pas et va vous sanctionner pour ça. Et ça, ce message, on devrait le dire, on devrait le montrer aux chefs d'entreprise qui pensent faire face au risque en mettant donc du cash de côté par des manœuvres d'évasion fiscale. Ils seront sanctionnés par le marché. Ils seront sanctionnés en conditions normales par les investisseurs. Ici, regardez, on essaie d'étudier exactement la même chose, mais on revient à cette fameuse variable qui nous permet de quantifier l'incertitude de la politique économique. Donc, regardez ce qui se passe pour aller directement au meilleur résultat et gagner du temps. Je ne vais pas trop m'attarder. Donc là, lorsque vous avez une incertitude de politique économique qui est élevée, ben, ce mécanisme de contrôle par le marché, ça marche plus. Regardez là,
vous avez une variable qui n'est pas statistiquement significative. Ça marche uniquement lorsque vous avez un niveau bas d'incertitude de politique économique. D'où encore l'importance du contexte. La certitude ou incertitude liée, l'incertitude liée à la politique économique est très importante dans le combat de l'évasion fiscale. Et le marché, les investisseurs ne peuvent jouer leur rôle de contrôleur que lorsqu'il n'y a pas de forte incertitude économique. Lorsqu'il y a une forte incertitude économique, bah, les investisseurs, malheureusement, ne réagissent plus aux manœuvres d'évasion fiscale des chefs d'entreprise qui ont pour objectif de mettre de côté un excès de cash afin de faire face aux risques perçus. Et là, comme vous pouvez le constater, toutes les spécifications le montrent, hein. Vous avez plusieurs façons de mesurer l'évitement fiscal ou l'évasion fiscale que j'utilise dans le cadre de cette présentation comme synonyme, même s'il y a des subtilités. Mais quoi qu'il en soit, ici, l'incertitude explique, l'incertitude de la politique économique à l'échelle du pays explique très bien le possible comportement ou le contrôle exercé par les investisseurs, par le marché de ces chefs d'entreprise, de ces managers qui opèrent ben justement l'évasion fiscale afin de mettre de côté du cash en excès. Alors, comment, là c'est peut-être ma partie préférée. Là, on a vu hein, que l'évasion fiscale crée de l'inefficience d'investissement, qui est le premier driver du développement durable. Je parle de l'investissement. On a vu le poids à l'échelle du pays de l'endettement. On a vu l'importance de l'incertitude de la politique économique, etc. Maintenant, il est question d'essayer de mieux comprendre, de mieux voir comment justement combattre cette évasion fiscale, comment trouver des solutions à l'évasion fiscale. Et là aussi, si vous suivez les débats, vous avez grosso modo deux grandes écoles. Alors, vous avez certains qui vous disent euh, il faut mettre des règles, une réglementation plus sévère. Il faut contraindre les entreprises, il faut les surveiller, les contrôler de près pour justement limiter ces manœuvres d'évasion fiscale, d'évitement fiscal. Et vous avez une autre école qui vous dit, écoutez, l'évasion fiscale, combattre l'évasion fiscale, c'est avant tout une question d'institutions informelles. C'est une question de promouvoir un comportement éthique, de faire en sorte qu'il y ait plus de conscience, plus de conviction, et c'est ce qui permettrait de mieux justement combattre l'évasion fiscale. Et puis, il y en a qui vous disent oui, il faut les deux. Donc, il y en a qui pensent plus favoriser la première école de pensée, ce qu'on a mis ici, le bâton. D'autres qui voilà, pensent plus que la deuxième façon de faire, donc l'institution informelle, la culture de l'éthique, la culture de croire à l'importance de l'impôt pour le développement de son pays, etc. C'est le meilleur moyen. Et puis, il y en a qui pensent que les deux sont complémentaires. Mais il n'y a pas eu vraiment d'études sur l'importance de ces deux mécanismes, les mettre justement l'un à côté de l'autre pour mieux comprendre l'intérêt de chacun, la valeur ajoutée de chaque façon de faire dans le combat contre l'évasion fiscale. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de proposer avec des co-auteurs. Et on a justement fait une étude internationale sur 54 pays et on a essayé de voir quel est le mécanisme le plus important qui permettrait de combattre l'évasion fiscale. Est-ce qu'il faut promouvoir une réglementation de contrôle plus sévère ou est-ce que plutôt il faudrait promouvoir un comportement plus éthique, une espèce de culture contre l'évasion fiscale? Et on a essayé de voir ce que ça donne. Donc, encore une fois, pour vous parler de manière
concrètes, parce qu'à chaque fois, j'essaie d'étayer mes propos par des constatations empiriques qui vous permettent, je l'espère en tout cas, de mieux voir la chose. Nous avons développé une modélisation. Là, cette modélisation, ici, vous avez EB, c'est pour dire Ethical Behavior, c'est le comportement éthique. Et là, vous avez Auditing Strength. C'est le contrôle, l'audit, le contrôle, la force du contrôle. Et on a essayé de voir, donc là aussi, c'est des régressions en fonction de variables, euh, ce qu'on appelle les moderating variables, les variables de modération. Et vous allez voir que ça apporte aussi un approfondissement, une meilleure compréhension de la question. Alors regardez ici, on va aller comme d'habitude aux résultats qui nous intéressent, les plus importants. Vous avez donc l'explication ben, justement de l'évasion fiscale. Là, vous avez ici le comportement éthique des entreprises et là, vous avez la force des procédures d'audit et de contrôle. Lorsque vous prenez les variables, comme vous pouvez le constater, les deux variables, même si le comportement éthique est plus en termes d'ampleur et de coefficient de corrélation, c'est plus important, mais les deux sont importantes, donc euh, les deux mécanismes sont importants dans l'explication. Comme vous pouvez le constater, le coefficient est négatif. Donc ça limite justement l'évasion fiscale. Le plus important, lorsque vous les mettez les deux ensemble, ça vous permet de voir quel est le mécanisme qui domine statistiquement, et ce qui montre l'importance du mécanisme en question. Lorsque vous les mettez ensemble, donc clairement, c'est le comportement éthique qui l'emporte. C'est vraiment plus fort. Donc c'est le comportement éthique plus que le contrôle et l'audit qui peut permettre de lutter contre l'évasion fiscale. Là, vous avez une régression, ce qui s'appelle une régression pooled. Là, vous avez une régression en effet fixe. C'est juste pour vous dire que les résultats sont robustes, peu importe la façon de procéder, vous avez le même résultat. Donc, l'évidence empirique montre clairement que le comportement éthique est plus important et plus puissant statistiquement pour lutter contre l'évasion fiscale. Il y a un grand travail, c'est important de le savoir, parce qu'il y a un grand travail à faire à ce niveau-là, et il ne faut pas juste compter sur le contrôle, sur l'audit pour combattre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale ne peut pas être combattue de manière efficace seulement à travers une réglementation pardon, plus stricte. Il faut penser à développer cette éthique d'affaires, cette adhésion à l'idée d'éviter l'évasion fiscale et ben, justement de contribuer à l'effort collectif, à l'effort national par justement le paiement d'impôts. Ramzi, Alors regardez ici. Ramzi, Oui, oui, Ramzi, s'il te plaît, est-ce que tu peux rester sur ta slide avant? Parce que j'ai oui, deux questions qui sont peut-être liées. Alors, enfin, il y en a trois maintenant qui sont arrivées. Je vais te les lire et puis tu me dis est-ce que tu veux répondre maintenant ou après. Première oui, question de avec plaisir. Randa. Randa dit la chose suivante. Comment le comportement éthique des entreprises est-il mesuré? Ça, c'est la question de Randa. Et puis, à Crépin. Bonjour Crépin d'ailleurs. Euh, je trouve l'ensemble des données empiriques assez intéressant. Peut-on savoir comment ces données ont été collectées? Donc, on a une question sur la collecte des données, une question sur la mesure du comportement éthique, et puis je regarde, oui, alors, donc, la mesure de l'éthique est très importante puisqu'il y a deux questions liées à la mesure de l'éthique. Voilà. Super, super. Mhm. Euh, ben écoutez, j'ai pas voulu pour être plus pragmatique dans les propos, j'ai pas donné peut-être plus de précision sur la mesure des variables et sur les échantillons. Juste, j'ai donné une idée globale, mais ce sont là de très très bonnes questions. Alors, en ce qui concerne la mesure de l'éthique, tout comme la mesure de la force du contrôle et de l'audit, ce sont des indices développés par World Bank. Donc, si vous allez sur... Et ce sont en fait des indices qui sont disponibles gratuitement. Donc, vous pouvez aller sur World Bank et vous allez voir que vous avez la possibilité
pour plusieurs pays d'avoir un historique de données sur ces indices qui vous permettent de valoriser. Ce sont des indices composés, calculés à partir de manière savante à partir de plusieurs composantes. Et ce sont des indices qui vous permettent de quantifier ben, justement, par exemple, le comportement éthique des entreprises dans un pays, qui vous permettent de quantifier, d'avoir une idée quantifiée sur la force des procédures de contrôle et d'audit. Et ce sont les indices que nous avons utilisés, par exemple, dans ces travaux de recherche. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième, Donc, Conan, la tu... première question, la deuxième question, c'est les données. Je pense que tu as répondu aux deux. C'est les sources des données, en fait. C'est peut-on Oui, savoir comment ces données ont été collectées? oui, ben voilà, ces données sont disponibles et si quelqu'un est intéressé, je serai heureux d'envoyer par exemple le lien qui permette. Voilà, Serge a donné, je pense, la source d'information en ligne. Merci Serge. Donc encore une fois, ce sont des données qui sont disponibles gratuitement. Et si ce type de recherche pourrait vous intéresser, vous avez la possibilité de disposer de cette information. Et de Cher l'historique, surtout Ramzi, de l'historique, hein, parce que ouais. vous voyez, en fait, pour une partie, c'est sur 15 ans, vous avez la possibilité d'avoir non seulement les données, mais vous avez la possibilité d'avoir des données sur des laps de temps assez importants. Hmm. Bon, alors tu as déjà un candidat, ton appel n'est pas passé inaperçu. Il y a Crépin qui est intéressé par ce que tu développes. Et il y a Serge, merci aussi. Serge est en train de mettre progressivement tes recherches qui illustrent ce que tu dis dans le chat. Il y a déjà une de tes publications qui est dans le chat et il a mis maintenant ton profil RechercheGate de sorte à ce que l'audience aussi puisse voir les autres intérêts en recherche que tu as pour pouvoir mieux interagir avec toi. Merci Serge, merci Conan. Oui, effectivement, je vais donner par la suite la liste des références et vous avez, Mhm. si vous voulez, je peux même vous envoyer les articles pour celles et ceux qui pourraient être intéressés. Et bien évidemment, les sources d'information, vous savez, c'est un critère de scientificité. Dans les articles, vous avez une description détaillée de l'échantillon utilisé, des sources d'information. Des statistiques descriptives, etc. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer les articles en question et vous avez vraiment les précisions sur à la fois l'échantillon, les mesures de variables, les sources d'informations, etc. Parfait, merci beaucoup Ramzi. Alors, je rappelle, hein, juste pour qu'on puisse tous comprendre ce que Ramzi vient de dire, c'est très important. Dans n'importe quel papier de recherche, notamment empirique, puisque Ramzi est un empiriciste, vous avez très bien compris, vous avez toujours une partie qui va décrire les données. Donc, les articles qui vont nous passer, il vous suffit d'aller regarder dans la partie méthodologie de ces articles et vous pourriez voir les sources des données qu'ils utilisent pour faire leurs recherches. Et remarquez qu'il dit que ces données sont aussi publiques. Donc, vous pouvez y avoir accès par vous-même aussi. Merci beaucoup, Ramzi. Je t'en prie. Donc, je sais Oui. pas, oui, je continue la présentation. Oui, alors Serge, donc je vais me retourner vers Serge. Serge, Hmm. est-ce que Ramzi continue? Est-ce qu'on est à une pause? Est-ce qu'on peut continuer un peu avant la pause? Qu'est-ce que tu... Oui. Ok. Et merci, professeur Benkrem. Et là, vous êtes à la moitié ou pas de votre présentation? Comment vous voulez qu'on Là, oui, oui, s'organise? Vous voulez oui. prendre les questions après? Vous voulez prendre les questions maintenant? Sinon, on peut faire une pause de 5 minutes et après la seconde partie, vous essayez de Oui, terminer peut-être les slides et après on laisse un temps d'échange avec oui, l'audience. oui, oui, moi je suis ouvert si vous voulez que je réponde aux questions au fur et à mesure, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions aussi à la fin, c'est avec plaisir aussi. Donc, ouais, effectivement, on peut prendre peut-être s'il y a lieu de faire une pause, on peut prendre Oui. Là, une il est pause de 5. 50. On peut, voilà, il est 50. On peut dire qu'on reprend à 55. Ok, Ça On essaie de suivre la présentation jusqu'à 20, jusqu'à d'accord. jusqu'à 20, 25 ou 30, et ensuite on laisse 20 minutes, une demi-heure pour répondre aux questions et de l'assistance. Ouais. On peut Parfait. partir là-dessus. Parfait, Serge. Ouais. Donc, C'est parfait, excusez-moi, je merci. vous ai mis dans le chat le profil Google Scholar du professeur Ramzi. Donc, vous pouvez avoir accès à l'ensemble de ses travaux comme ça sur Scholar et vous avez aussi les données de World Bank. Donc, je vais juste mettre une Merci pause. Serge. Non, non, non,
non, je ne vais pas arrêter, je vais juste mettre une pause. Donc, on fait une petite pause de 5 minutes, on se retrouve à 55, s'il vous plaît. Super, Super, merci très beaucoup. bien. Merci À beaucoup, tout de Ramzi. suite. Et puis, en attendant, préparez aussi vos questions. Si vous avez des questions, préparez vos questions pour le professeur. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à lui demander, beaucoup de... Voilà. On va avoir une interaction assez intéressante. Merci, Ramzi. À tout à l'heure. Merci, merci. Mhm.